Je suis Emmanuelle Turquet, la fondatrice de la Cuisine Thérapie, une méthode d'accompagnement que j'ai créée en 2015. Dans cette série de vidéos, je souhaite vous partager mon expérience entrepreneuriale et mon cheminement personnel. J'espère que cela pourra résonner et pourquoi pas inspirer celles et ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans la création d'entreprises ou qui souhaitent rejoindre l'aventure Cuisine Thérapie et devenir praticien. Très heureuse parce que je vais animer un atelier de cuisine thérapie pour 3 personnes qui viennent à mon domicile ce soir. C'est vraiment un retour aux sources parce que c'est vrai que j'anime un petit peu moins d'ateliers en ce moment et c'est à chaque fois un instant magique parce que on ne sait jamais ce qui va se passer. On est sur de la matière humaine, sur des personnes en chair et en os. Donc il y a vraiment ce retour aux origines du démarrage de la cuisine thérapie. Hop. Et je vous propose de vous asseoir tranquillement. La cuisine thérapie, qu'est-ce que c'est? C'est un détour par la créativité culinaire, donc par l'improvisation culinaire, pour aller se connecter à soi et à des choses qui sont importantes pour soi et éventuellement utiliser des ingrédients comme un langage métaphorique. Comme un peintre utiliserait peut-être une palette de peinture, là l'idée ça va être d'utiliser des ingrédients. Donc, vous allez avoir la cuisine, l'espace pour vous. Je vais vous donner à chacune un tablier. Et l'idée, c'est que je vous propose de faire une petite création culinaire d'une vingtaine de minutes. Je vous donnerai le temps pour que vous vous rendiez compte. Et sur le thème, l'ingrédient ose tout. Donc la fraise ose tout, l'ananas ose tout et la tomate ose tout du coup. Alors, quand je me suis lancée, c'est vrai que je me suis pas mal éparpillée. En fait, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on a une forme de sentiment d'urgence, de se dire qu'il faut absolument rentrer du chiffre d'affaires, et du coup, on a envie de dire oui à tout. On a une grosse difficulté qui est de dire non à certaines prestations qui nous sont proposées, et ça peut paraître contre-intuitif, mais moi, j'ai mis par exemple longtemps à comprendre que, à force de plaire à tout le monde, je prenais le risque de ne plaire à personne. Et c'est vrai qu'au démarrage de la cuisine thérapie, j'ai à la fois travailler le grand public en termes de cibles, mais également des publics spécifiques, type maison de retraite, patients toxicaux, et puis aussi des entreprises avec des propositions en termes de coaching d'équipe. Qui dit multi-cible, dit multi-activité de prospection, un temps énorme passé pour essayer de parler de la cuisine thérapie, de convaincre des nouveaux clients. Alors je ne regrette pas du tout au sens où c'était absolument indispensable de le faire pour montrer que la cuisine thérapie pouvait avoir des bienfaits sur des publics très très variés. Mais au final, c'est vrai que je me suis quand même vachement épuisée parce que c'était compliqué de travailler des publics aussi divers que le grand public et la maison de retraite ou des patients toxicaux. Donc ça a été quand même un moment assez compliqué sur ces premières années du développement de la cuisine thérapie. Et donc j'ai vraiment compris qu'il fallait que je me focalise sur une cible et une seule à laquelle j'allais proposer une offre spécifique. Et le tout avec un système d'acquisition. Donc moi en l'occurrence j'avais choisi de faire connaître la cuisine thérapie par le biais de conférences en webinaire et puis une source de trafic, et moi j'avais fait le choix au démarrage d'utiliser Facebook pour ne pas m'éparpiller encore une fois sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et le tout pendant 1 an au minimum. Donc c'était vraiment l'engagement que j'avais pris vis-à-vis du coach à l'époque, qui était de respecter ce deal-là par rapport à la cuisine thérapie. Et ça, c'était en 2019. Ce qui est difficile au démarrage, c'est d'avoir à renoncer. Parce qu'on a l'impression, en renonçant, qu'on va se couper de perspectives et d'opportunités. Et en fait, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est pas tant qu'on renonce, mais c'est que temporairement, on met un paquet d'idées au frigo. Parce qu'on peut pas être sur tous les fronts à la fois, et on est bien obligé à un moment donné de choisir son cheval de bataille. Donc c'était plutôt ça qui était compliqué au démarrage, c'est d'arriver à me dire je me coupe du reste et je reste vraiment centrée sur cette cible en particulier. Il faut aussi garder en tête que renoncer, ça peut être une décision temporaire. Rien n'est jamais gravé dans le marbre dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est hyper décomplexant. On a le droit de commencer par quelque chose et d'ajuster en cours de route, voire même de changer son fusil d'épaule.
très clairement, ce qui est indispensable au début, c'est d'expérimenter plusieurs cibles pour voir avec laquelle on résonne, laquelle nous paraît la plus en adéquation avec qui on est et avec notre parcours, parce que de toute évidence, si on choisit une cible plutôt qu'un autre, c'est très clairement parce que ça vient résonner avec quelque chose de son parcours personnel. Mais après, c'est vrai qu'il y a cette espèce de renoncement à faire, parce qu'on ne peut pas être le spécialiste de tout le monde, et pour vraiment parler à l'oreille de ses prospects potentiels, il faut avoir la capacité de vraiment bien les connaître, de comprendre leurs problématiques, leurs douleurs, de parler le même langage qu'eux. Et pour ça, il faut nécessairement avoir renoncé à servir l'intégralité de la planète. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est un petit temps de débrief, les unes après les autres, pour savoir comment vous y êtes prise sur cette création, sur l'ingrédient Ose Tout. Qu'est-ce qui est important pour vous de dire par rapport à votre création? Ce qui m'a surprise en fait, c'est aussi ma capacité à me dire n'en fais pas trop. Ouais, ok, ça c'était important aussi. Ouais. Et de savoir poser le crayon et de savoir s'arrêter. D'accord. Parce que c'est jamais parfait de toute façon. D'accord, ok. Et qu'à un moment, il faut aussi être content de ce qu'on a. Il y a un point d'équilibre à trouver. Encore une fois, la notion d'équilibre. Je sais, ouais. Et du coup, comment ça résonne cette idée de n'en fais pas trop dans ta vie, au-delà de la création culinaire que tu viens de faire? C'est parfois un peu fatigant. Ouais. De toujours être en train de se regarder, de se dire est-ce que tu fais bien? Ouais. Voilà, être bon élève, faire plaisir à tout le monde. Ok. Ouais, d'accord. Alors du coup, comment tu te sens là avec cette création? Je me sens, je la trouve belle, je la trouve. Elle est pas, en fait, elle est pas parfaite. Ouais. Il y a des tas de trucs où tu pourrais dire ouais, c'est peut-être un peu approximative. Bon voilà, elle est pas parfaite, mais elle me va bien. Ok, elle est pas parfaite, mais elle me va bien. C'est comment dire ça au doigt? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Et quand on parle d'éparpillement, il y a autre chose qui me vient en tête, c'est que on a souvent tendance, quand on est entrepreneur, à avoir du mal à prendre des vacances, à avoir une forme de culpabilité à l'idée de s'arrêter, de ne pas être tout le temps sur le qui-vive, tout le temps à développer son activité. Et moi, c'est vrai que les premières années, c'était impossible pour moi de partir en vacances, jusqu'à ce que je comprenne qu'au final, les vacances, c'était un moyen de me régénérer. C'était un moyen de faire un break et de vraiment laisser la créativité et l'énergie revenir et remonter à son plein potentiel, et que c'était pas une option finalement, que c'était vraiment quelque chose qui était indispensable pour le développement de mon activité. En fait, c'est hyper important, non seulement de trouver un équilibre au quotidien entre vie pro et vie perso, mais aussi de s'autoriser des temps où l'on débranche complètement. Moi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus efficace et créative quand j'avais passé un vrai week-end off. Et ça, cette invitation à se focaliser sur une cible en particulier et sur vraiment un système de démarche commerciale et de prospection commerciale, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très vigilant dans la formation Devenir praticien cuisine thérapie, parce qu'on va vraiment inviter les personnes qu'on forme à se spécialiser et à devenir vraiment des experts de telle ou telle cible. Et on trouve que c'est très important, l'équipe pédagogique et moi-même, d'inviter les gens à identifier finalement quelle est leur cible prioritaire. S'éparpiller, c'est aussi souvent se perdre dans plein d'actions inutiles, parce qu'elles nous donnent l'impression d'être actifs, de ne pas mâcher nos efforts, d'être dans le faire. Dans la formation Devenir praticien cuisine thérapie, il y a une règle qu'on répète souvent, c'est « il vaut mieux faire 1000 fois une chose que 1 fois 1000 choses ». Pour ne pas oublier que c'est vraiment la persévérance, l'engagement répété et le focus dans la durée qui sont payants.